Salut la team, aujourd'hui, premier épisode d'un projet sur lequel je travaille depuis un moment. Le projet main à main, interview des acteurs du basket en Ile-de-France ou même en France. Aujourd'hui, nous sommes au gymnase Jules Ferry de la Selle Saint-Cloud où je vais interviewer un joueur de National 3 et cofondateur d'un média, le RPTV Show, Renan Pavio. Salut Renan, je t'invite à te présenter. C'est Renan Pavio, RP pour ceux qui me connaissent. 28 ans, je suis cofondateur du RPTV Show, joueur de basket au Chêne et Versailles, en pré-national, entraîneur à la Selle Saint-Cloud et voilà. Tu peux nous rappeler ton parcours de basketteur jusqu'à maintenant? Ouais, alors moi je me suis mis au basket tard. J'ai suivi la voie de mon père, Ok. mon modèle au basket. Ouais. J'ai commencé le basket au Clé-sous-Bois, D'accord, club ok. de ma ville en U17. Ok. Non, en U15 d'ailleurs. Ouais. Et après, je suis parti au club de Trappes Ok. en U17, où j'ai eu l'honneur d'être rencontré d'ailleurs. Ok, à l'époque. exactement. Puisque je rappelle juste qu'on a un truc en commun, c'est qu'on a joué à Trappes. C'est ça. On se connaît de Trappes. Ouais. On partageait la même passion. Exactement. J'ai fait 9 ans là-bas, Ouais. avant de faire un petit parcours enseignant où je suis parti à Palaiseau, Boulogne, et je suis revenu à Trappes. Ok. Et là, depuis 3 ans, au club du Chêne et Versailles. Est-ce que tu sens que, en tant que basketteur, tu es accompli dans ta vie de basketteur, même de région, départementale, nationale, qu'importe. Est-ce que genre le basket, c'est vraiment ta passion numéro une? L'été arrive et les playgrounds vont être convoités. Si tu veux trouver des joueurs ou un terrain pour jouer, télécharge Ball & Connect. L'application te permet de localiser des personnes ou des terrains autour de toi pour un match. Et en plus, tu peux choisir des niveaux de difficulté et de compétitivité. Moi, je te dis la vérité, c'est ma vie, hein. C'est ma Ouais. vie parce qu'au jour d'aujourd'hui, alors déjà, je suis 7 jours sur 7 au basket. Ouais, Ça montre que c'est ce qui dicte ma vie. ok, Mon entourage, au jour d'aujourd'hui, il est issu du basket. ok, Tous mes meilleurs amis, c'est des gens que j'ai connus grâce au basket, ouais, avec lesquels je partage ma passion basket, d'accord, avec qui on mange basket, on parle basket. Donc, ouais, c'est ce qui dicte ma vie en vrai. ok. Et ton père, je viens d'apprendre que ton père a une part importante dans ton amour du basket. Est-ce que ton père, donc rappelle-nous le parcours aussi de ton père, parce que peut-être qu'il est... Moi, mon père, c'est un parcours très différent du mien. Ouais. Alors mon père, ça fait plus de 40 ans qu'il fait du basket Ouais. au club de Clamart. Ouais. Il a eu un excellent niveau et malheureusement, il a fait le choix de lui de rester avec ses potes Ok. dans son club Ok. pendant 40 ans et de vivre de sa passion et en plus avec ses amis. Il n'a pas eu le même parcours au niveau des ambitions. Moi, D'accord. j'ai fait le choix à un moment quand on m'a mis des opportunités sur ma route de les saisir, quitte à partir, quitte à faire des sacrifices. Tu t'as séparé de tes amis de temps en temps? Un petit peu, ouais, Ouais. parce que c'est des concessions sur ton temps perso, en Évidemment, ouais. fait. Et donc, au jour d'aujourd'hui, ça reste toujours mon joueur préféré et le joueur numéro 1 pour moi. Ok, d'accord, ok. Et dis-moi, parce que bon, là, t'es basketteur, ton poste de jeu. Moi, je suis ailier arrière. Ok. C'est un poste 2-3, Ouais. plutôt 3, Ouais. vu ma taille. C'est un poste où on demande d'être agressif, de créer pour les autres, mais d'être capable aussi de marquer pour son équipe. D'accord. Moi, en vrai de vrai, avec mon style de jeu, je réinvente un peu ce poste quand je joue. J'adore jouer pour les autres. Je suis Ok. un grand fan de basket européen. Ouais, ok, Tu vois, d'accord. moi, c'est Ok. l'Euroleague à fond. Donc, c'est faire vivre le ballon, c'est créer pour les autres. C'est vraiment un sport à 5. C'est D'accord. vraiment un sport collectif pour moi. D'où le basket. Et donc, si le basket européen est une inspiration pour toi, donc tu regardes souvent l'Euroleague, je pense que les compétitions internationales, est-ce que tu aurais pour toi ton joueur préféré européen? Ouais. J'invite tout le monde à le regarder. Ouais. Moi, c'est Milos Teodosic. Ok, Serbe. Serbe. Ouais. Grand joueur à l'époque du CSKA Moscou, qui est parti un petit peu en NBA, mais Ouais. c'est pas sur son passage en NBA qu'on va le retenir dans l'histoire. Ouais, Là, qui prend sa retraite cette année exactement, ouais. avec l'Étoile Rouge de Belgrade. Un magicien. On le voit, les jeunes qui sont branchés médias de Mhm. nos jours, ils peuvent le voir via les passes un petit peu ahurissantes qu'il est capable de faire dans Ouais. le jeu. Mais c'est un vrai joueur de basket, un joueur atypique qui ressemble à rien quand on le regarde Ouais. et qui est capable d'être vraiment impressionnant sur les décalages, sur ce qu'il crée pour lui et pour les autres. Et vraiment, ouais, moi, c'est ma définition du basketteur. Du basketteur max. ultime. Ouais. Et est-ce que tu as pu au moins le voir une fois dans ta vie, en vrai, sur un terrain de basket? Et j'ai eu la En chance, avec le Paris Basket qui dispute l'Euroleague, de le voir. Malheureusement, cette année, il a très peu joué. Ouais. Donc, je l'ai vu en vrai, mais malheureusement pas sur un terrain. Mais ne serait-ce que ça, Ouais. c'est des émotions de voir ton joueur préféré en vrai. Mhm.
Même au loin, depuis une tribune, c'est un ressenti particulier. Ouais, Et moi, j'ai kiffé, ça t'a fait quelque chose. forcément. Et donc nous, enfin moi aussi qui est très culture basket européenne, même si ça s'est développé sur le tard, euh, tu es plutôt culture basket européenne pure ou certains pays te font plus d'attrait que d'autres, genre la Serbie, la Grèce ou la France? Je pense que aujourd'hui et même depuis quand même 15-20 ans, un fan de basket, il est obligé de s'intéresser à ce qui se passe sur les pays de l'Est. Ok. Sur la formation, on a tout à leur envier. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, en Europe, mais même dans le monde, en NBA et pour ceux qui ont regardé les Jeux Olympiques, Mhm. on a eu la chance d'avoir, pour moi, un des meilleurs matchs de tous les temps avec la demi-finale. Exactement. Pour moi, aujourd'hui, on a la chance d'avoir une équipe qui est composée de joueurs atypiques Ouais, et qui font vivre le ballon et qui de manière stratégique, montrent que le basket, c'est pas juste des qualités physiques ouais. pour prédominer dans ce jeu-là. Ça tombe bien, on va y revenir à peu près après sur la formation de basket. Mais demain, si tu devais conseiller un jeune de 15-16 ans qui est poste 2, poste 3 comme toi, arrière-ailier, quels sont les conseils que tu lui donnerais pour réussir déjà à ton niveau qui est un bon niveau, au niveau régional, national? Je dirais, euh, je dirais d'écouter les conseils qu'on nous donne. Mhm. Tout conseil est bon à prendre. Il n'y a pas de mauvais conseils. Moi, j'ai eu la chance d'être très bien entouré Ouais. par des personnes bienveillantes, que ce soit les entraîneurs ou quand je suis arrivé très tôt en senior. Euh, et j'ai eu la chance d'être très bien entouré par des jeunes euh, dans la même situation que moi, qui ont connu la même chose. Et quand il y a cette bienveillance-là, tout conseil et toute chose est bonne à prendre, à écouter. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais conseil quand on est bien entouré. Et ça, pour le coup, quand on est passionné, Mhm. avec bien évidemment du travail, Du parce travail. que ça ne s'invente pas, et des efforts, Que les jeunes écoutent le travail. on avance. Mais aujourd'hui, on n'a plus cette culture et ce goût du travail, et on est beaucoup plus renfermé sur nous par Ouais. rapport à ce qui se passe sur les réseaux. Voilà, on a besoin d'être bien vu, on a besoin de bien se voir, de bien se montrer. Non, en fin de compte, au jour d'aujourd'hui, il faut écouter ce qu'on nous dit, il faut écouter ceux qui veulent, les éducateurs, les Mhm. entraîneurs et nos coéquipiers. Ceux qui nous veulent du bien, il faut les écouter parce que c'est grâce à ça qu'on avance déjà dans le basket et même humainement. Ouais, c'est clair que bon, il y a beaucoup de personnes qui enlèvent l'aspect humain au profit de l'aspect sportif. Mais c'est vrai que l'aspect humain est important. Tu parlais de réseau et donc tu as dit que tu étais cofondateur d'un réseau qui est en train de monter un peu sur les réseaux sociaux, le RP TV Show. Alors RP TV Show comme vous voulez, dites-le comme vous voulez. Alors s'il te plaît, raconte-nous d'où ça vient parce que je sais que tu es quand même une personnalité où tu es un peu partout, on veut savoir d'où vient ce RP TV Show. En fait, alors RP TV Show, alors pour RP, c'est pour Renan Pavieux, c'est mes initiales. Moi, je viens d'un petit quartier où on avait des surnoms et moi, c'était RP, Mhm. tout simplement. D'où ça vient? Ça vient, alors déjà, effectivement, en toute transparence, je suis un rat de gymnase. Je suis dans tous les gymnases, je parle à tout le monde, je Ouais. suis très humain, j'échange Mhm. avec tout le monde, je parle avec Mhm. tout le monde, je kiffe. Du moment qu'on a quelque chose en commun, on parle, on échange. Le C'est basket. ça l'humain. Ouais. Au-delà du basket, au-delà du sport, c'est Ouais. l'humain, en fait, avant tout. Et bah forcément, avec le temps, on se crée un réseau, on parle un petit peu à tout le monde, de tout, de n'importe quoi. Mhm. Maintenant, tout marche via les réseaux, via Snapchat, Facebook, Insta, tout ça. Moi, je suis de la génération encore, je suis de Snap et d'Instagram. Et j'ai lancé, il y a 7-8 mois, pour rigoler en début de saison, j'ai lancé une story privée Snapchat Ouais. que j'ai appelé le RP TV Show, où en fait, j'avais utilisé l'autodérision et le second degré Mhm. pour parler du basketball boliviano, Ok. de mon équipe, de tous les clubs 7-8, Ouais. de situations qui se passaient dans certains clubs qui étaient plus ou moins drôles. Voilà, je les tournais à l'autodérision avec du second degré. Je faisais Ouais. des montages un peu fous. Parce qu'on peut le dire, j'ai quand même ton snap et je vois quand même, j'ai vu les stories. Donc, pour te dire que, évidemment, il est dans l'autodérision et c'est vraiment pour rassembler tout le monde. Le but, c'est de rigoler en fait, Ouais. c'est de rigoler de tout et de rien. Mais attention, hein, j'ai ça moi-même en moi. Tu vois, donc je rigole de moi, je Ouais, rigole de ce que exactement, je fais, exactement. Ouais. de ce qu'on fait comme conneries. Moi, dans mon équipe, tu vois, le but, c'est de partager ça. Et en fait, sans pouvoir l'expliquer, il y a eu une espèce de phénomène d'attraction Mhm. où les gens s'y sont intéressés et je te dis, en 2-3 semaines, en faisant ça, en fait, j'ai eu 120 ajouts de Ça a pris de personnes l'ampleur. qui me demandaient, Ouais. ah, moi, je veux dans la story, je veux Ouais. voir ce que tu dis sur tel ou tel club, telle ou Ouais. telle équipe et tout. Donc à ce moment-là, moi, je faisais du montage, je t'ai dit, du copier-coller Snap.
qu'un enfant de 6e ferait, en fait. Oui, oui, c'est clair. Et à ce moment-là, une personne qui partage la même passion que moi et un peu la même personnalité que moi, Ludovic Carrière, Mhm. il me dit, mais attends, je vais te donner un coup de poing sur tes montages, tu vois. Et il commence à me faire des montages beaucoup plus travaillés. Ouais, ouais. Lui, il a des vraies qualités de graffeur et sur l'ordinateur. Il a Ok. des vraies qualités. Ok. Et il a commencé à me faire des montages et on a commencé à ce moment-là à parler de la Coupe Morin, la Coupe des Yvelines, Oui, la Coupe des Yvelines, je rappelle, oui. en créant une espèce d'attractivité autour de ça. Ouais. Parce que pour la première fois depuis 10 ans, la Coupe Morin, 95% des équipes yvelinoises Ouais. y participent, à part Poissy, qui est une équipe professionnelle, donc qui Oui. n'a pas le droit, Mhm. et Trappes, qui n'a pas le droit non plus, étant une équipe de nationale. Ok. C'est la première année depuis 15 ans que toutes les équipes y participent. Et donc toi qui as mis donc tout part de la Coupe Morin, d'une coupe quand même des Yvelines, C'est ça. qui n'est même pas le championnat, donc qui n'est pas une partie importante de l'année. T'es parti d'un média, t'es parti de quelque chose où tu voulais exprimer ta passion, montrer aux gens la Coupe Morin, donc montrer l'actualité des autres équipes, et ça a pris une ampleur un peu dingue. Ça a pris une ampleur. Après, on a fait aussi du copier-coller sur ce qui se fait dans mon. En fait, on a professionnalisé, je pense, cette coupe en termes de diffusion. Mhm. On est parti de vraiment, c'est à la base, c'est de l'humour. On s'est amusé à faire sur les premiers tours où il y a des équipes de première div jusqu'à 3e div départementale. Ouais. On s'est amusé à faire des affiches. Ouais. On s'est amusé à faire des 5 majeurs, des interviews croisées entre les joueurs des équipes. En fait, on a vraiment, j'ai pas peur de le dire, eu un impact professionnel sur la coupe la plus amateur possible. La plus amateur possible. Et les gens, ils ont pris, mais ils ont adoré. Ils ont adoré. Ah, je veux faire une interview, je veux répondre, je veux faire moi aussi un truc croisé, je veux défier les adversaires sur le prochain tour. Et quand il y a eu les premiers tours qui sont passés, on s'est même amusé à faire parler les coachs Ouais. entre eux. T'aimerais tomber sur qui, Mhm. qui aimerais-tu avoir au tour d'après, etc., etc. Enfin, et tout ça, ça a pris une ampleur incroyable. Et le RP TV Show aujourd'hui sur Instagram, il s'est lancé du fait qu'on voulait donner une accessibilité à notre travail. Et donc Ludovic et moi, on s'est concertés pour savoir qu'est-ce qu'on faisait Mhm. pour prendre la suite. Parce qu'en fait, à un moment, soit on reste là-dedans, mais beaucoup de personnes n'ont pas accès à ce média, Ouais. parce que c'est une story privée Snap, comme je te le Oui. disais. Soit on se met sur un média où on maîtrise, on gère et on peut proposer aussi tout type de contenu. Et là, Ok. on s'est dit Instagram. Ce qui est un peu le réseau d'aujourd'hui, enfin, entre les réseaux, on connaît, tout ça marche, mais c'est public, c'est ouvert à tout le monde, et tout le monde peut y avoir accès, donc c'était pas une mauvaise idée. Ben, on a vu un peu, ça commence à prendre de l'ampleur aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram premièrement. Et tu t'attendais à une telle explosion sur les réseaux, même si je sais que c'est pas quelque chose d'énorme à notre échelle, mais c'est pas mal. En fait, je m'y attendais, oui et non. J'ai été surpris de la vitesse à laquelle ça a pris. Ça, oui, ça, je m'y attendais pas, parce qu'en quelques semaines déjà, sans même mettre de contenu sur la chaîne, juste en la créant et en partageant la chaîne, juste là, on a atteint déjà les 200-300 personnes qui nous suivaient. C'est énorme déjà. Donc c'est déjà une bonne chose. Et après, derrière, quand on a commencé à proposer du contenu, on s'est permis d'oser. On a identifié les clubs, on a identifié les dirigeants, on a identifié les joueurs. Et là, ma réelle surprise, c'est que tout le monde a joué le jeu. Franchement, je vais pas te mentir, tout le monde a joué le jeu. Les clubs ont tous répondu, partagé les publications, partagé les stories, Mhm. les joueurs concernés également. Et c'est là où je suis fier de notre travail d'ailleurs, c'est de voir qu'en fait, le 78 est une belle terre de basket, Mhm. avec beaucoup de belles personnes. Et en essayant de travailler ensemble, il y a de très très bonnes choses qui se font. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, leur petit jeu, j'en suis fier, parce qu'on continue de se développer. Et c'est toujours un travail commun qu'on fait avec les clubs et avec les acteurs du département. Ouais. Sans ça, on fait rien aujourd'hui. On va voir les coachs, on va voir les joueurs. Maintenant, on est en train de travailler sur des interviews de présidents. Ouais. On a eu la chance, il y a 10 jours, d'organiser un événement en partenariat avec un club. On a eu plus de 295 personnes qui sont venues. Alors, je précise bien, cet événement, c'est comme le All-Star Game du 78. Les meilleurs joueurs du 78 étaient réunis au Clé-sous-Bois. C'est ça. Et donc, première fois qu'on a un événement comme ça dans les Yvelines. Et donc, c'est toi et un peu ton entourage qui ont proposé cet événement. Pour dire la vérité, c'est la première fois qu'on le fait en garçon. Ça, c'est vrai. Maintenant, attention, il faut rendre à César ce qui appartient à César. À la base des bases, il y avait un événement un peu similaire qui se faisait il y a 8-9 ans pour le basket féminin à l'époque, qui est organisé par Arnaud Seix, qui maintenant est directeur qui est
au comité directeur et qui est directeur technique du 78. Il faisait la journée du basket féminin où en fait il invitait une centaine de gamines faire des ateliers avec des joueuses pro et des marraines. Et à la fin de la journée, ça se terminait par un événement qui s'appelait l'All-Star Game des Yvelines avec que des joueuses pro. Nous, on est parti dans un registre un peu similaire sur l'événement, un match sec où on réunit, mais on avait une vraie volonté que ça reste des acteurs du 78 actuels qui soient les acteurs de cet événement-là. Et du coup, on s'est dit un match All-Star. Comment on le fait? On réfléchit, voilà, on coupe nord, sud, on fait des sélections, voilà, on appelle les gars. Et attention, on a eu une volonté d'offrir un spectacle. Je m'explique parce que qui dit All-Star Game, forcément, on pense un petit peu au show. Oui, au show américain, au show en américain, général, exactement, ouais. Nous, pas du tout. C'est pas du tout ce qu'on a voulu faire. On a briefé les joueurs, on a briefé le staff et les arbitres pour leur dire qu'on voulait proposer un vrai contenu basket et leur proposer un vrai match de basket où il y a de l'intensité, où les gars défendent, où les gars, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants en fait dans la salle et leur montrer des gars qui ne défendent pas. Alors c'est bien beau de mettre des dunks, des actions extraordinaires, c'est cool. Mais c'est pas ça le basket qu'aujourd'hui fait qu'on va vers le niveau. J'invite la NBA à prendre exemple, hein, parce que peut-être que la NBA prendra exemple sur le RP TV Show quand même. Ouais, bah après, surtout le All-Star 78. Il commence à avoir des bonnes idées. Moi, je pense d'ailleurs que la nouvelle idée de faire États-Unis contre le reste du monde va amener quelque chose qui va s'approcher de ce qu'on fait et de ce qu'on veut faire. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut des joueurs qui sont là pour se battre, qui sont là avec de la fierté, qui ont de l'ego et qui veulent gagner. Et les Américains, je pense qu'aujourd'hui, ce qui leur manque, c'est ça. Et on l'a vu au JO de Paris en 2024, quand on les touche dans leur fierté, quand on les regarde droit dans les yeux et qu'on est capable de leur mettre du répondant, à ce moment-là, ils commencent à jouer. On l'a vu déjà en demi-finale, on l'a vu en finale, on l'a vu. Enfin voilà, pour moi, et en plus aujourd'hui, on a la chance dans le monde, les meilleurs joueurs de NBA ne sont pas forcément les Américains. Exactement. Et donc, ton média, j'invite évidemment à vous abonner, le RP TV Show sur Instagram. Donc, il a pris de l'ampleur. Donc, tout ce qui est tout ce qui est cette partie de ta vie, là, tu commences à vraiment à bien monter. Niveau basket, donc, tu m'as dit que tu évolues à Versailles, que l'année prochaine, il me semble que Versailles monte en National 3. Quelles sont tes ambitions l'année prochaine? Quelles sont les ambitions du club pour ce championnat National 3 2025-2026? Versailles, ça reste un très gros club, pour dire un des deux plus gros clubs du 78 avec Poissy. Forcément, il y a une volonté de se développer. Il y a surtout une volonté, je pense, dans un premier temps, de se pérenniser à ce niveau-là. Ce qui n'a malheureusement pas été le cas, puisque sur les 5-6 dernières années, on a fait beaucoup de fois l'ascenseur. Alors je dis on, mais parce que c'est mon club. Mais avant que je sois là, c'est déjà le cas. Le but, ça va être de se pérenniser avec une équipe solide et de pouvoir voilà, se pérenniser pour dire, au bout de quelques années, on aura acquis de l'expérience, on aura été formateur et on sera capable de viser plus. Si le club, bien évidemment, suit dans cette volonté de se développer, mais j'ai pas de doute là-dessus puisque c'est un club professionnel avec d'excellentes infrastructures, un très bon coaching staff, que ce soit chez les garçons, mais chez les filles également, où il y a un énorme savoir-faire qui est fait au niveau du staff. Quand je vois notre National 2 féminine, aujourd'hui, avec un préparateur physique, un coach principal, Vinko et Julie, son assistante, qui font quand même un énorme travail. Je le vois parce que quand on voit les joueuses, la courbe de progression et les résultats qu'ils arrivent à atteindre avec un effectif limité, il y a un travail qui est fait dans le club. La question, ça va être de savoir au bout d'un moment quel virage le club va vouloir prendre, s'il va vouloir réellement se professionnaliser et développer des équipes premières à des top niveaux de manière indépendante ou pas. Ça, malheureusement, moi, j'ai pas les éléments de réponse, mais on se développe avec le club, on amène notre pierre à l'édifice au club et on fait le maximum pour le club en tout cas. Ok, d'accord. On va parler de formation parce que tout à l'heure, tu es venu sur un point sur la formation des basketteurs, que ce soit aux États-Unis, en Europe de l'Est, en Europe, dans le monde. Franchement, on dit souvent que les Américains ont une culture individualiste du basket et les Européens une culture collective. C'est quoi ton regard sur la formation américaine et sur la formation européenne de l'Europe de l'Est? J'aurais tendance à dire que c'est pas une question de formation. Je pense pas que ce soit une question de formation. Le basketball, c'est un sport universel. Tout le monde se l'approprie, tout le monde le joue de manière différente. Aujourd'hui, je pense que c'est surtout comment on l'amène le basketball. Je pense que c'est un problème culturel
qui différencie l'Europe de l'Est et les États-Unis, dans le sens où on met davantage en avant les actions spectaculaires individuelles, les statistiques et les performances individuelles, plutôt que, comme nous le faisons en Europe, euh, l'importance d'aller chercher des titres. Aujourd'hui, nous, dans nos centres de formation en France et en Europe, on a la chance d'avoir de multiples compétitions pour qu'on inculque justement cette valeur de la victoire collective et de l'intérêt collectif. Ne serait-ce que sur notre championnat espoir, aujourd'hui, on a le championnat, on a les Coupes de France, on a également le Trophée du futur. Voilà, on amène une saveur de dire aujourd'hui, je suis le meilleur, c'est une chose, mais je suis autant mis en avant que l'équipe qui va faire 3 à 4 titres en 2 3 ans. Aux États-Unis, on n'a pas du tout ça, puisque de toute façon, les centres de formation, ce qu'ils appellent les JUCO ou les équipes de NCAA qui ne sont pas de première division, ne sont ni médiatisées, ni mises en avant. Donc forcément, avec ces conditions-là, un jeune joueur qui veut faire carrière, il se dit, je dois rejoindre ce qui est médiatisé, ce qui est fait. Et donc, on rentre à ce moment-là, comme tu l'as dit juste avant, dans une culture individualiste de ce qu'il faut que je fasse, moi, pour y arriver. Quand aujourd'hui, en France, notre système ne marche pas du tout de la même façon. Ouais. On a vu, de toute façon, de toute manière, les championnats de NCAA américains à l'université, beaucoup de personnes pensent que c'est un niveau beaucoup plus élevé que ce qu'on voit en Europe, chez les championnats de jeunes, les championnats professionnels. Beaucoup de personnes pensent qu'il est peut-être bon d'aller aux États-Unis pour jouer à NBA, pour devenir un gros joueur. Mais on a souvent des exemples de joueurs qui ont été jeunes, qui ont eu 17, 18 ans, 19 ans, qui ont joué en Europe des grosses compétitions et qui aujourd'hui dominent en NBA. Ça, comment tu l'expliques? C'est deux facettes du jeu différents. On a tendance à dire que c'est deux jeux différents même, la NBA et l'Europe. Quand je vois comme tu le dis, les joueurs qui font des allers-retours entre les deux divisions, est-ce qu'il y a une bonne, est-ce qu'il y a une mauvaise réponse? Est-ce qu'il y a un bon choix? Est-ce qu'il y a un mauvais choix? Je pense que non. Aujourd'hui, on voit Evan Fournier qui s'éclate du côté de l'Olympiakos, qui retrouve un goût et un plaisir du basket et une ferveur qu'il n'avait pas juste avant. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a différents choix de carrière qui font que différemment, on met notre carrière, on met notre petit bout de chemin comme on peut. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a du bon à prendre dans les deux championnats, dans la manière dont le basket est amené, dans la manière dont le basket est joué également. Et c'est pas pour rien qu'on a des allers-retours outre-Atlantique, je pense. Maintenant, qu'est-ce qu'il vaut mieux le faire? Quel est le bon parcours? Je pense que chacun est différent sur tout ça et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse sur ce sujet-là. Je pense en tout cas. Il n'y a pas de juste parcours, c'est vrai. C'est vrai que on va dire que la formation européenne est beaucoup plus, c'est développé sur le collectif, sur le fait que les jeunes jouent avec des pros déjà. Donc quand on joue avec des pros, on est forcément meilleur, on est préparé à jouer en NBA. Et donc ça se comprend, mais c'est vrai qu'il y a deux visions différentes. Et tu parlais tout à l'heure des Jeux Olympiques, que les États-Unis ont eu chaud par rapport au basket atypique des Serbes, parce que moi je suis très fan de la culture serbe basket. On a toujours ces légendes de ces basketteurs de l'Est qui shootent 500 paniers à 3 points par entraînement. Franchement, est-ce que tu penses que les États-Unis sont en grand danger pour le futur? Je pense qu'il y a une réalité aujourd'hui. Depuis maintenant 10 ans, depuis 2010, on commence à le voir. Et même avant, parce que moi, je suis le basket depuis 2007, 2008. Oui, c'est une réalité. Il y a eu la Dream Team, il y a eu la période très compliquée qui a amené à la Redeem Team. Aujourd'hui, et les Américains maintenant ont la franchise de le dire, c'est dans la course à l'or d'ailleurs, une phrase qui m'interpelle, c'est le monde nous rattrape. Le monde nous rattrape parce que déjà, oui, effectivement, les meilleurs joueurs NBA aujourd'hui ne sont pas forcément américains. Alors, attention, Canadiens, ça reste pas non les américains, États-Unis. c'est pas des Américains. Mais quand on voit des Jokic, quand on voit des Giannis, quand on voit Victor qui arrive aussi également, et notre génération française qui est très très belle, oui, le monde les rattrape et je pense qu'il n'y a plus de domination unilatérale comme il y a pu avoir pendant de nombreuses années. Est-ce que on va réussir à les détrôner? Je pense que on va très vite avoir la réponse. Malheureusement, attention, je mets quand même un sacré astérix. La seule compétition sur laquelle je pense nous pourrons évaluer réellement les États-Unis et ce qui se passe dans le monde restera pour moi exclusivement les Jeux Olympiques. Oui, parce que c'est là où ils emmènent quand même la grosse équipe. Et l'Olympisme, les Jeux Olympiques dans l'esprit d'un basketteur, c'est
peut-être le summum. C'est le Graal. Donc c'est le Graal, donc c'est normal que les Coupes du Monde, ils vont envoyer des équipes B, C, ils s'en moquent. Avec les Jeux Olympiques, on l'avait avec Paris, de toute façon. À Paris, où ils ont envoyé une méga équipe, enfin les Avengers, comme on l'appelle. Mais c'était à ça de sortir contre les Serbes. Pour moi, qui est le meilleur match, peut-être le meilleur match que j'ai vu de basket, le meilleur match international et de tous les temps pour moi des JO, c'est ce match. Moi, c'est comme, je rebondis vraiment sur ce que tu dis, parce que je trouve ça super intéressant. Moi, j'ai deux matchs première place, je ne sais pas. C'est la finale de 2008 à Pékin, États-Unis-Espagne. Et je pense que ouais, c'est même sujet, c'est cette demi-finale. Cette demi-finale où vraiment c'est du top niveau. On va parler aussi de l'évolution du jeu, du basket en général, parce que bon, le basket a évolué, le shoot à 3 points, on sait très bien, l'attaque, tout pour l'attaque. Et on va parler surtout de ce qui se passe en ce moment en NBA, puisqu'on voit il y a les finales en ce moment entre Oklahoma City et Indiana, où on voit une équipe qui est pas comme les autres, Oklahoma City, une équipe défensive. Est-ce que l'évolution du basket aujourd'hui, même en NBA, ça te fait quoi, honnêtement? Je sais qu'il y a beaucoup de visions, mais ça te fait quoi? J'ai envie de te dire, il y a une évolution, mais en fait, je pense, c'est qu'un avis personnel, mais Michael Jordan l'avait déjà dit en expliquant que l'attaque fait gagner des matchs, mais la défense des championnats. Aujourd'hui, c'est une réalité. Alors, ça nous saute aux yeux parce qu'on a une intensité défensive et une mise en place tactique défensive qu'on a rarement vu jusqu'à présent. Mais c'est quand même un débat qu'on a depuis longtemps, que les entraîneurs, quelles que soient nos divisions, nos âges et nos catégories d'âge, tentent de nous inculquer. Aujourd'hui, en fait, il y a une mise en place. On est surpris. En fait, non, en fin de compte, les grands joueurs de l'époque nous le disaient. Quand on regarde le basket de l'époque, parce que tu dis que le basket il a changé, c'est une réalité. Quand on voit qu'à l'époque c'était beaucoup plus dur, beaucoup plus intense et beaucoup plus rentre dedans, c'est aussi parce que défensivement on est moins de laxisme, on était beaucoup plus voilà, il y avait des barbelés. C'était dur de marquer un panier. Ouais. On voyait moins de performances qu'on le voit aujourd'hui tous les 2 soirs avec des 50-60 points d'écart. Ouais, ok. Pour terminer, j'ai une question à te poser, c'est une question de sensibilité. Est-ce que tu peux me donner ton 5 de légende? Ouais. Ton équipe de légende. Peu importe la division, peu importe le championnat. Peu importe l'équipe, si demain on te demande, va aller chercher à leur prime, fais ton équipe et vas-y, présente-toi face à une autre équipe. Je dirais Chris Paul en meneur. Okay. Milos Teodosic en 2, mon joueur préféré obligé. Je mettrais quand même en poste 3 Kobe Bryant parce que voilà, ça reste le GOAT, les gars. Ça reste toujours un joueur. Sensibilité, le GOAT. Ça reste un joueur hors norme. Poste 4, LeBron James. Et poste 5, Shaquille O'Neal. Ouais, parce que c'est un joueur qui a vraiment révolutionné le jeu intérieur et qui a eu une domination comme on en a rarement vu. Ok, d'accord. Donc ce 5-là, les gars, il fait 82-0, il remporte toutes les compétitions. Et donc, c'est le 5 de légende. Je pense parce qu'il est complet. Il est complet. T'as des mecs qui dominent à leur poste, qui ont différents profils. Ça, c'est un truc qu'on perd. Oui. C'est la complémentarité entre les joueurs sur le terrain. En fait, au lieu de mettre trop de superstars qui ne sont pas complémentaires, après l'équipe tourne mal. Ok, très bien. 82-0, je pense. Hein. Renaud, écoute, merci. Merci à vous surtout. Merci pour sûrement passer autour du basket, ta vision du basket, ton média, le RPTV Show. Encore une fois, abonnez-vous sur Instagram. Il y a du contenu tout le temps. Le basket des Yvelines est sur la carte de l'Île-de-France et j'espère sur la carte de la France. En attendant, pour cet épisode de main à main, merci de regarder la vidéo. On se retrouve à plus tard sur les réseaux.